pense il y a une manière de l'analyser sur le temps long et un truc plus conjoncturel en ce moment, même si les raisons elles sont liées. Disons que sur le temps long, on a même il y a un fonctionnement qui est une logique qui est de mieux en mieux connue parce elle est utilisée de manière récurrente, mais qui est une logique de désignation du bouc émissaire et qui est un peu une sorte de fonctionnement qu'on pourrait dire qu'on trouve de manière je vais pas dire anthropologique, mais enfin en tout cas partout dans les sociétés où un bloc de pouvoir tente de rétablir un ordre social entré en crise, il va pouvoir aller désigner une figure de l'impur, de celui qui a un pied dedans, un pied dehors souvent, et qu'il va falloir purger. Et dans le geste à travers lequel on le purge, c'est un geste qui est censé mettre en garde tous ceux qui rentrent pas dans le moule, tous ceux qui sont justement à la fois dedans, à la fois à l'extérieur. Et donc, c'est censé être un geste qui devrait préserver l'ordre social. Bon, ça, c'est un fonctionnement qu'on a un petit peu partout. Après, sur la question de quel ennemi est désigné, la construction des musulmans comme ennemis, c'est pareil. Enfin, on peut le prendre sur un temps court, mais si on veut bien l'accepter sur un temps long, en fait, j'allais dire les sociétés impérialistes occidentales, mais on pourrait dire remonter même encore plus loin si on veut bien remonter aux croisades, en fait, où on a fait l'ensemble de l'imaginaire dominant dans la culture occidentale, qui s'appuie donc sur différentes figures de l'ennemi, mais ou sur la figure de l'ennemi musulman. C'est un des piliers de cette culture-là. Voilà, il y a ces choses-là. Bon, alors après, bien sûr, ça a été dit, hein, on peut revenir sur les années 30 et sur la fabrication déjà de cette double figure-là du judéo-bolchevique, où on voit bien qu'il y a déjà une alliance entre quelque chose où il s'agit de raciser la figure de l'ennemi et en même temps de l'accrocher à un univers politique de rupture, de résistance, en tout cas qui se confronte au système capitaliste. Et là, on arrive moi plutôt sur mes travaux, enfin notamment du coup ma thèse sur la construction d'une figure de l'ennemi intérieur dans les doctrines militaires françaises et la manière dont ça a permis de structurer tout ce que l'État appelle la lutte contre l'immigration, puis l'encadrement des quartiers populaires, où du coup on a dans les guerres coloniales, dans les schémas de contre-révolution appliqués au processus de libération anticolonialiste, notamment donc au Maroc, en Algérie et puis en Algérie, en Indochine et puis en Algérie, on a la construction d'une figure du colonisé manipulé par les communistes et d'une alliance, donc c'est parfois dit comme ça, entre le croissant et la faucille, et donc de tout un discours qui consiste à la fois à dépolitiser, construire comme sauvage la figure du colonisé résistant qui serait pas politiquement assez mature pour mener sa lutte de libération, qui serait forcément manipulé, et donc par cette figure plus large de leader, enfin, qu'on connaît bien aussi, hein, de leader de la pieuvre communiste qui manipulerait toutes les insurrections anti-impérialistes à cette époque-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que toute cette figure-là, par exemple, elle est soutenue, elle est appuyée par un imaginaire, enfin, par un système de dispositifs qu'on appelle des métaphores médico-chirurgicales, et qui elles aussi sont récurrentes dans toute la philosophie politique occidentale moderne, et sur le concept d'État-nation notamment, et la figure du Léviathan, par exemple, où le corps, enfin la nation et l'État sont identifiés à un corps, et ce qui permet de dire que tout ce qui les menace peut être traité comme un virus, comme un cancer, comme une gangrène. Le mot gangrène est vraiment très très présent dans l'imaginaire contre-révolutionnaire de la guerre d'Algérie. Et bien entendu, quand on arrive à installer l'idée que que un individu, un groupe social est une gangrène et un cancer, etc., il s'agit de l'éliminer. En tout cas, ça permet de légitimer la mise en place d'un régime de surviolence, d'un régime d'écrasement, d'élimination. Et donc là, on a la gangrène qui revient, mais bien entendu, c'est tout le champ lexical. Ça peut être du Karcher, ça dépend. Les régimes de pouvoir vont utiliser différents régimes de métaphores. Mais donc, on a cette logique-là sur ce temps-là. Et puis après, on a quelque chose qu'on voit aussi émerger à partir de la fin des années 70, début des années 80, avec une nouvelle figure, encore une fois, de quelque chose qui est entre le musulman et enfin la figure du musulman qui serait manipulée par une internationale islamique centrée sur l'Iran,
et dont les figures intérieures, ce seraient les jeunes de banlieue, etc. Donc cette figure entre du jeune de banlieue dont la révolte finalement serait pas politique, mais serait elle-même manipulée par une hydre islamiste. Ce truc-là est pas récent non plus en fait, hein. Vraiment, on l'a à partir de 79-80 et on le voit remonter en puissance autour de chaque affaire dite du voile. Mais donc, et à chaque fois qu'il y a des grands plans de restructuration politique autour de la question de l'identité nationale, donc c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des gros programmes idéologiques racistes et de restructuration législatif racistes, et donc le code de la nationalité à la fin des années 80. Et puis bah, les lois Pasqua, etc. Et puis on arrive en fait dans le courant des années 2000 avec un fonctionnement qui est déjà très largement installé, où finalement ce spectre de l'islamo-gauchisme, il y a là il y a des gens qui essayent de l'attaquer en essayant de montrer que c'est pas scientifique, mais presque on a l'impression que c'est même pas tant le problème, parce qu'en fait finalement la science c'est en soi un champ de bataille. En fait on pourrait dire qu'il y a des choses qui sont scientifiques et qui sont réactionnaires quand même. Bon, en tout cas, on a un schéma qui consiste à accuser tout ce qui viendrait critiquer les politiques raciales et islamophobes d'un côté, et tout ce qui vient gêner l'expansion, la reproduction du capitalisme à travers cette figure-là. Donc, et du coup, enfin, effectivement, elle a rien de scientifique, mais c'est pas juste ça. C'est qu'en fait, c'est à la fois une charge raciste et une charge, disons, enfin de délégitimation politique de tout ce qui résiste au système économique et politique en place. Et en même temps, il y a un subterfuge derrière tout ça, c'est que ça laisse entendre que, donc bon, ils disent l'université serait gangrénée par ça, mais ça laisse même entendre que finalement, il y aurait dans l'université un courant très bien établi de soutien aux luttes contre l'islamophobie et de critique radicale du capitalisme. Et finalement, peut-être que c'est aussi ça le problème, c'est que ça vient cacher le fait qu'une grosse partie de l'université continue simplement à reproduire les rapports de domination et d'exploitation, bien plutôt que d'être du côté de la lutte contre le capitalisme ou de la défense des musulmans.